À Bobo-Dioulasso, un décollage a suffi pour changer l'image du possible. À 24 ans, Maryse Traoré devient la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, après un parcours d'école militaire, de sélection et de rigueur quotidienne. De l'enfance à regarder de rares avions jusqu'à 4 ans de formation exigeante en Chine, elle apprend la solitude du pilote, la vitesse et le sang-froid. Sous Ibrahim Traoré, ce fait dépasse l'armée. Il circule dans les écoles et les familles et pose une question simple. Qui a vraiment le droit d'entrer dans l'élite? Cette histoire promet plus qu'un portrait individuel. Elle permet de comprendre comment un parcours singulier peut devenir un repère collectif dans un pays confronté à des défis sécuritaires, sociaux et symboliques profonds. Ici, l'enjeu n'est pas seulement l'aviation militaire, mais la capacité d'une institution à reconnaître la compétence là où elle surgit, même quand elle dérange les habitudes. Pour le spectateur, le bénéfice est clair. Saisir comment une trajectoire personnelle éclaire des transformations plus larges, souvent invisibles au premier regard. Derrière chaque étape franchie par Marie Traoré se jouent des questions de formation, d'accès aux métiers techniques, de représentation et de confiance accordée à la jeunesse. Ce récit engage aussi une attente implicite. Si une exception devient possible, peut-elle se reproduire? Et si oui, à quelles conditions concrètes dans un contexte où les ressources sont limitées et les exigences élevées? L'histoire explore ces tensions sans héroïsation facile, en suivant les faits, leurs conséquences et leurs zones d'ombre. En 2023, après 4 années de formation intensive à l'étranger, une seule réussite individuelle produit un effet collectif inattendu. Une pilote revient diplômée, qualifiée pour le combat, et son cas devient immédiatement une référence nationale. Ce n'est pas une campagne officielle, ni un décret, mais un fait précis qui s'impose par lui-même. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir en arrière. Le Burkina Faso dispose d'une armée de l'air modeste, longtemps structurée autour de traditions masculines strictes, où l'accès aux fonctions techniques repose sur une sélection sévère et une discipline rigide. Les jeunes recrues, et plus encore les femmes, y entrent rarement avec la certitude d'aller jusqu'au bout. Les modèles manquent, les trajectoires visibles aussi. Maryse Traoré grandit dans ce vide symbolique. Son intérêt pour l'aviation précède toute ambition militaire structurée. Il s'agit d'une fascination silencieuse, nourrie par l'observation et l'imaginaire, avant de se transformer en projet concret à l'adolescence. L'intégration au Prytanée militaire marque une rupture nette, hiérarchie, pression constante, compétition. Là, son parcours n'est pas protégé par un statut particulier. Elle doit répondre aux mêmes exigences, souvent sous un regard plus sceptique. L'année 2019 constitue un premier seuil. L'obtention du baccalauréat scientifique ouvre l'accès à une formation aéronautique avancée, rendue possible par une bourse pour la Chine. Le changement d'environnement est radical. Les journées s'étirent entre théorie, simulation, entraînement physique et évaluation continue. L'erreur n'est pas tolérée, l'approximation encore moins. Progressivement, elle apprend à décider seule, vite et sous contrainte, compétence centrale du pilotage de chasse. Quand elle revient au pays, le contexte politique et sécuritaire a évolué. Sous Ibrahim Traoré, la valorisation de la souveraineté et des compétences nationales devient un discours central. Sans être pensée pour elle, cette grille de lecture amplifie la portée de son retour. Son affectation à l'escadron de chasse transforme une réussite personnelle en signal institutionnel, discret mais lisible. La question s'impose alors. Comment un cas isolé peut-il redéfinir, même partiellement, ce que l'institution juge possible? Dans ce récit, Maryse Traoré devient le point d'entrée concret vers des mécanismes souvent abstraits. Elle n'est pas présentée comme une héroïne isolée, mais comme une professionnelle en construction, observée, testée, évaluée.
À son arrivée à l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso, l'attention se porte moins sur son symbole que sur sa capacité à tenir la cadence opérationnelle. Les briefings sont denses, les procédures répétitives, les marges d'erreur inexistantes. Un cas illustre cet impact précoce. Lors de ses entraînements initiaux, elle adopte une stratégie simple, surpréparer chaque mission. Les scénarios d'urgence sont révisés jusqu'à l'automatisme, les paramètres de vol anticipés, les débriefings minutieusement analysés. Ce comportement n'attire pas d'applaudissements immédiats, mais il réduit progressivement les doutes. Les collègues cessent qui compte de commenter sa présence pour évaluer son travail, ce qui, dans ce milieu, constitue déjà une reconnaissance. Un autre moment charnière survient avec le premier vol solo sur avion de chasse. L'événement est bref, codifié, presque banal pour l'institution. Pourtant, son déroulement sans incident crée un effet d'entraînement. Les réactions restent sobres, mais la nouvelle circule rapidement, d'abord en interne, puis au-delà des bases aériennes. L'impact n'est pas spectaculaire, il est cumulatif. Chaque mission exécutée sans faute normalise ce qui était perçu comme exceptionnel. À ce stade, cette trajectoire ne déclenche pas encore une transformation massive. Elle provoque quelque chose de plus discret, un ajustement des attentes. Dans les écoles militaires, dans les familles, l'idée d'un parcours jusque-là impensable cesse d'être immédiatement rejetée. Le véritable enjeu apparaît ici. Quand la compétence devient visible, l'exception peut-elle commencer à ressembler à une norme? Avant son retour, le parcours de Marie Traoré reste largement invisible pour le grand public. Il se déroule loin du Burkina Faso, dans des centres de formation où seul compte de la performance et la résistance à la pression. Pendant 4 années, le rythme est implacable. Les journées commencent avant l'aube et s'achèvent tard, rythmées par l'alternance entre théorie aéronautique, simulateur de vol, entraînement physique intensif et évaluation permanente. Chaque étape agit comme un filtre supplémentaire. Beaucoup abandonnent, ralentissent ou échouent. Elle, non. Ce temps long constitue la phase d'accumulation silencieuse, indispensable mais peu spectaculaire. C'est en 2023, au moment de l'obtention du diplôme, que tout s'active en 2023, au moment de l'obtention du diplôme. Ce n'est pas seulement la fin d'un cursus, mais la validation officielle d'une aptitude au combat aérien. Le retour au Burkina Faso marque un changement immédiat de statut. D'étudiante à l'étranger, elle devient pilote qualifiée, intégrée à une structure opérationnelle. À Bobo Dioulasso, son affectation à l'escadron de chasse enclenche une phase de test répétée. Les premières semaines sont scrutées. Chaque briefing, chaque décollage, chaque compte rendu est évalué avec attention. La question n'est plus symbolique, elle est fonctionnelle. Peut-elle s'inscrire dans le rythme réel des missions? Le premier vol solo marque un tournant. Sur la piste, rien ne distingue cette séquence des autres. Les procédures sont standardisées, les gestes attendus. Pourtant, l'enchaînement sans incident de ce vol constitue un signal fort. Il clôt une période d'attente implicite. À partir de là, la discussion change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si une femme peut piloter un avion de chasse, mais comment cette pilote précise s'insère dans la chaîne opérationnelle. L'intensité du moment ne tient pas à un événement spectaculaire, mais l'absence même de rupture. La diffusion de l'information provoque ensuite des répliques successives. Les médias relaient le fait, souvent sous l'angle de la première fois. Les réseaux sociaux amplifient la portée symbolique. Dans les écoles, son nom est cité. Dans les familles, le récit circule. Ce qui était un cas interne à l'armée devient un marqueur social. Sous Ibrahim Traoré, ce type de réussite individuelle s'inscrit dans un discours plus large sur la valorisation des compétences nationales et la rupture avec certaines inerties héritées.
Sans être instrumentalisée officiellement, son histoire trouve un écho particulier dans ce contexte. Les effets ne sont pas immédiats ni uniformes. Il n'y a pas de réforme soudaine ni d'ouverture massive. Les résistances subsistent, parfois silencieuses. Mais les conséquences s'accumulent par petites touches. Des jeunes recrues féminines évoquent désormais un exemple concret lorsqu'elles expliquent leur engagement. Des enseignants s'appuient sur ce parcours pour encourager des orientations scientifiques. Dans l'institution militaire elle-même, les critères restent inchangés, mais l'imaginaire évolue. Puis des répercussions s'installent progressivement. Chaque mission menée sans incident renforce la normalisation. L'exception initiale perd de sa charge polémique. Ce glissement progressif constitue le véritable effet de la séquence. Une transformation lente, difficile à quantifier mais durable dans ses implications. Au départ, le cadre est restreint. Avant 2019, la trajectoire type vers l'aviation militaire burkinabé exclut de fait les femmes, non par un texte explicite, mais par une combinaison de sélection, de représentation et d'absence de précédent visible. On part donc celui d'un corps aérien masculinisé où l'idée même d'une pilote de chasse féminine relève de l'exception théorique. Rien n'indique alors qu'une rupture soit imminente. On peut d'abord regarder l'âge. À 24 ans, Marie Traoré accède à une qualification réservée à une élite très réduite. Ce chiffre importe moins pour sa valeur biologique que pour ce qu'il révèle institutionnellement. Il indique une progression rapide dans un système conçu pour filtrer sévèrement. À cet âge, la majorité des candidats sont encore en formation intermédiaire. La différence se joue ici dans la vitesse de consolidation des compétences, reconnue officiellement par l'attribution d'un poste opérationnel. Ensuite, il y a la durée. 4 années de formation aéronautique complète à l'étranger constituent un investissement lourd, tant humain que logistique. Ce temps long agit comme une preuve cumulative. Il traduit une exposition prolongée à des standards élevés sans passe-droit ni allègement. Le passage de ce cycle sans interruption marque une différence nette entre intention et capacité réelle. La différence n'est pas seulement individuelle, il signale qu'une candidate peut soutenir l'intégralité du processus, du début à la certification finale. Enfin, le seuil le plus concret reste le vol solo. À 300 mètres d'altitude, lors des circuits initiaux, chaque paramètre devient décisif. Ce chiffre, modeste en apparence, correspond à une phase critique où l'erreur n'est pas rattrapable par un instructeur. Le fait que cette séquence se déroule sans incident valide l'ensemble du parcours antérieur. La différence apparaît ici par le passage d'un statut observé à un statut pleinement opérationnel. Ces trois éléments forment une chaîne logique. Âge, durée et seuil technique se répondent. Pris isolément, ils paraissent anecdotiques. Mis bout à bout, ils dessinent une rupture mesurable entre ce qui était théoriquement possible et ce qui est désormais attesté par les faits. Sous Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée s'insère dans un discours plus large sur la compétence et la souveraineté. Sans produire de statistiques officielles nouvelles, le pouvoir valorise des trajectoires capables d'illustrer une autonomie en construction. Le cas présent devient alors un repère qualitatif, utilisé comme preuve indirecte qu'un standard peut être atteint localement puis intégré durablement. La question centrale n'est donc pas le nombre de pilotes concernés aujourd'hui, mais la solidité de ce premier écart. Un seuil a été franchi. Reste à savoir s'il sera suivi d'autres ou s'il demeurera isolé. Une objection revient souvent dans les discussions internes et publiques. Elle affirme que ce cas resterait purement symbolique, sans impact structurel réel. Selon cette lecture, une réussite individuelle, aussi visible soit-elle, ne modifierait ni les critères de sélection, ni les contraintes opérationnelles,
ni les besoins urgents de l'armée de l'air. L'institution continuerait à fonctionner selon ses logiques historiques et l'exception ne ferait que confirmer la règle. Dans cette perspective, l'attention médiatique risquerait même de masquer l'absence de changements mesurables à grande échelle. Une autre objection, plus pragmatique, insiste sur la notion de risque. Le pilotage de chasse impose une pression extrême, physique et mentale. Les sceptiques estiment que généraliser ce type de trajectoire pourrait exposer l'institution à des fragilités nouvelles si la sélection était perçue comme assouplie sous l'effet d'une attente sociale. L'idée sous-jacente est que toute lecture politique ou sociétale de ce parcours pourrait brouiller un principe central. Seule la performance opérationnelle doit compter sans autre considération. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les faits observables permettent de les nuancer. D'abord, rien n'indique un allègement des critères. Le parcours décrit repose au contraire sur une conformité stricte aux exigences existantes. La durée de formation, les évaluations continues et la validation par le vol solo montrent que la sélection n'a pas été contournée. Le symbole n'existe que parce que le standard a été respecté, voire surrespecté, sous observation accrue. Ensuite, le risque institutionnel évoqué ne se matérialise pas dans les pratiques quotidiennes. Les missions s'enchaînent sans incident signalé et l'intégration se fait par la répétition des tâches ordinaires, non par des gestes exceptionnels. La normalisation progressive réduit précisément le danger d'une lecture émotionnelle ou politique excessive. Enfin, l'impact réel se situe moins dans une réforme immédiate que dans un ajustement des anticipations. Les candidats potentiels, les instructeurs et les familles disposent désormais d'un cas vérifié, non théorique. Ce déplacement de perception ne modifie pas les règles, mais il élargit le champ de ceux qui se projettent à l'intérieur de ces règles. Ainsi, loin d'affaiblir l'exigence, ce parcours tend à la renforcer. Il démontre que le cadre existant peut produire des résultats inattendus sans être altéré. C'est cette tension entre stabilité institutionnelle et ouverture factuelle qui constitue le véritable enjeu. Un détail fait basculer cette histoire. À aucun moment, le parcours de Marie Traoré n'a été conçu comme un message politique ou une vitrine institutionnelle. Il s'est déroulé selon des procédures existantes dans un cadre pensé pour l'efficacité, non pour la communication. Pourtant, c'est cette absence d'intention qui produit l'effet le plus durable. Le changement ne vient pas d'une réforme annoncée, mais d'un fait accompli devenu visible. Avec le temps, la lecture évolue. Ce qui paraissait être une exception isolée commence à agir comme un précédent. Les instructeurs, les recruteurs et les observateurs ne parlent plus d'un cas possible, mais d'un cas réalisé. Cette nuance est décisive. Elle déplace le débat du registre des opinions vers celui des références concrètes. Le centre de gravité n'est plus la question du genre, mais celle du processus qui a permis d'aboutir à ce résultat. Dans ce contexte, sous Ibrahim Traoré, l'accent mis sur la compétence nationale et la valorisation des capacités internes renforce indirectement la portée de ce précédent. Sans directive spécifique, le discours ambiant crée un environnement où ce type de réussite trouve un écho plus large. Il ne s'agit donc pas d'un événement spectaculaire, mais une prise de conscience collective. Ce qui a été fait une fois peut, en théorie, être refait. À partir de là, l'histoire cesse d'être seulement inspirante, elle devient structurante. Et c'est précisément ce glissement silencieux qui redéfinit les attentes pour la suite. Pour l'État burkinabé, l'effet le plus immédiat n'est pas institutionnel, mais symbolique. Une armée de l'air, souvent perçue comme fermée, projette soudain une image de compétence validée par les faits. Ce signal renforce un discours déjà présent sous Ibrahim Traoré, celui d'une souveraineté fondée sur la maîtrise technique et la formation,
plutôt que sur la dépendance extérieure. Sans modifier les structures, ce type de trajectoire crédibilise l'idée que des standards élevés peuvent être atteints et maintenus localement, à condition d'investir dans la durée. Du côté économique, l'impact est indirect mais réel. Les filières scientifiques et techniques gagnent en attractivité symbolique. Lorsqu'un parcours exigeant devient visible, il légitime des choix d'orientation jusque-là jugés irréalistes. À moyen terme, cela peut influencer la demande de formation, la rétention des talents et la perception des métiers liés à l'aéronautique, à la maintenance ou à l'ingénierie. L'effet n'est pas mesurable immédiatement, mais il agit comme un multiplicateur d'aspiration, particulièrement dans un contexte où chaque compétence qualifiée compte. Pour les citoyens, et en particulier pour les jeunes femmes, la conséquence est plus tangible. Le récit circule dans les familles, les écoles, les discussions ordinaires. Il ne s'agit plus d'un discours abstrait sur l'égalité ou l'ouverture, mais d'un exemple précis, daté, localisé. Cette concrétude change la nature des projections individuelles. Certaines limites perçues cessent d'être intangibles. Le possible se redéfinit à partir d'un cas réel et non d'une promesse. À l'échelle régionale, enfin, le signal dépasse les frontières nationales. Dans un Sahel marqué par des recompositions sécuritaires et politiques, chaque démonstration de capacité interne est observée. Le fait qu'une pilote de chasse qualifiée émerge du Burkina Faso alimente une lecture plus large, celle d'États qui cherchent à reconstruire leurs institutions sur des bases de compétences et de discipline malgré des contraintes lourdes. Là encore, l'impact n'est pas spectaculaire mais cumulatif. Ces quatre plans montrent une même logique. Une réussite individuelle ne transforme pas un système à elle seule. Mais lorsqu'elle s'inscrit dans un moment politique et social précis, sous Ibrahim Traoré, elle agit comme un point d'appui. Elle n'impose rien, elle rend certaines évolutions plus crédibles. Et c'est souvent ainsi que les changements durables commencent. D'abord, on peut imaginer une hypothèse minimale. Rien ne change formellement dans les textes ni dans les quotas, mais le précédent continue de produire ses effets lents. Une ou deux candidates supplémentaires s'engagent dans des parcours techniques exigeants sans garantie d'aboutir, mais avec une référence concrète en tête. L'institution, elle, maintient ses standards. Le résultat est modeste, presque invisible à court terme, mais il consolide l'idée que le cadre actuel peut absorber ce type de trajectoire sans se fragiliser. Si cette dynamique se maintient, la normalisation progresse sans conflit ouvert. Ensuite, on peut imaginer une hypothèse plus optimiste. Le cas de Marie Traoré est intégré de manière plus explicite dans les discours de formation et de recrutement, non comme une exception, mais comme un exemple de conformité réussie. Les écoles militaires et les filières scientifiques civiles utilisent ce récit pour encourager des profils diversifiés à tenter les sélections. Sous Ibrahim Traoré, la valorisation de la compétence nationale pourrait alors se traduire par un investissement accru dans la formation aéronautique, y compris pour les femmes, sans modifier les critères. Si cet enchaînement se confirme, l'effet multiplicateur devient récel, même sans réforme structurelle. Enfin, on peut envisager une hypothèse moins favorable. L'attention médiatique retombe, le cas reste isolé et aucune trajectoire comparable n'émerge dans l'année suivante. Le précédent subsiste, mais il perd de sa force opérationnelle. Dans ce contexte, certains sceptiques y voient la preuve que l'exception ne se reproduit pas facilement. Le risque n'est pas un retour en arrière explicite, mais une inertie renforcée, où le possible reste théorique faute de répétition observable. Ces trajectoires reposent sur une même condition. Si l'exigence reste constante, alors chaque nouvelle candidature testera la solidité du précédent. Si, en revanche, la lecture symbolique l'emporte sur la réalité opérationnelle,
le débat se déplacera vers des oppositions stériles. La question à 6 ou 12 mois n'est donc pas de savoir si l'histoire sera célébrée, mais si elle sera suivie. Et c'est ce point précis qui déterminera si le précédent devient une norme émergente ou un cas unique figé dans le récit. À ce stade, le récit cesse d'être lointain. Il rejoint des choix individuels très concrets. Pour les jeunes sans formation, l'effet principal n'est pas l'imitation directe, mais la clarification des exigences. Le parcours décrit ne promet ni raccourci ni protection. Il montre au contraire ce que coûte l'accès à un métier de haute responsabilité. Discipline scolaire, endurance mentale, acceptation d'une évaluation permanente. Cette transparence peut décourager certains, mais elle permet aussi à d'autres de s'engager avec lucidité sans illusion. Pour les familles, souvent décisives dans l'orientation, l'impact est plus subtil. L'exemple observable remplace les peurs abstraites. Les métiers techniques et militaires cessent d'être perçus comme incompatibles avec certains profils, non parce qu'ils deviennent plus faciles, mais parce qu'ils deviennent compréhensibles. Ce déplacement réduit l'autocensure précoce qui agit souvent bien avant toute sélection officielle. Du côté des enseignants et formateurs, l'histoire fournit un outil pédagogique. Elle permet d'ancrer les discours sur l'effort, la rigueur et la persévérance dans un cas réel, localisé, daté. Ce type de référence renforce la crédibilité des encouragements à poursuivre des filières scientifiques ou exigeantes, en particulier dans des contextes où les débouchés semblent incertains. Enfin, pour le spectateur ordinaire, l'enjeu est plus large. Il s'agit d'interroger la manière dont une société reconnaît la compétence quand elle apparaît là où on ne l'attend pas. Le geste possible n'est pas spectaculaire. Il tient parfois à un soutien verbal, à une attente ajustée, à une vigilance face au jugement rapide. Ces micro-choix répétés façonnent le climat dans lequel des trajectoires exigeantes peuvent ou non émerger. La question devient alors personnelle. Face à une réussite fondée sur l'effort et la constance, que sommes-nous prêts à encourager, tolérer ou freiner dans nos propres cercles? À partir de ce précédent, une trajectoire de consolidation peut être esquissée sans modifier les règles existantes. En amont, les établissements scolaires et militaires identifient du plus tôt les profils à potentiel scientifique, garçons et filles, et clarifient les prérequis réels. L'action est simple: information précise, calendrier explicite, exigence affichée. Le critère de mesure n'est pas le nombre d'inscrits, mais la qualité des candidatures, évaluée par la préparation académique et physique. Au moment de la sélection, les procédures restent inchangées, mais leur lisibilité augmente. Les jurys documentent davantage les parcours réussis, non pour les célébrer, mais pour expliciter les standards atteints. L'indicateur est la cohérence des évaluations dans le temps et la stabilité des critères appliqués à tous. Le but est d'éviter toute suspicion d'exceptionnalité arbitraire. Durant la formation, l'accompagnement repose sur le suivi technique, non sur le statut symbolique. Les instructeurs maintiennent une exigence uniforme tout en repérant rapidement les points de rupture possibles. Le succès se mesure par la continuité des parcours, c'est-à-dire la capacité des candidats à franchir chaque phase sans allègement ni retard structurel. À l'intégration opérationnelle, les affectations se font selon les besoins réels des unités. Les performances sont évaluées par des indicateurs concrets: exécution des missions, respect des procédures, fiabilité dans la durée. C'est à ce stade que la normalisation se vérifie, lorsque la question du genre cesse d'être pertinente dans les comptes rendus. Sous Ibrahim Traoré, cette logique s'inscrit dans une ligne plus large de valorisation de la compétence nationale. Le rôle du pouvoir n'est pas d'imposer des trajectoires, mais de garantir un cadre stable où elles peuvent émerger et être jugées équitablement. L'ensemble de ce parcours
repose sur une condition claire. Si chaque étape reste mesurable et transparente, alors le précédent cesse d'être symbolique, il devient reproductible. Et c'est précisément cette reproductibilité, discrète mais rigoureuse, qui transforme un fait isolé en levier durable. Le récit revient alors à une image simple, presque silencieuse, une piste d'atterrissage à Bobo-Dioulasso, un appareil immobilisé, un casque retiré après un vol sans incident. Rien d'héroïque en apparence. Pourtant, c'est précisément cette banalité acquise qui marque la réussite. Ce qui, au départ, semblait une transgression devient une routine professionnelle. Le symbole s'efface derrière la fonction, et c'est là que le changement s'ancre. Marie Straoré ne cherche pas à incarner une cause. Elle répète qu'elle a suivi un chemin exigeant jusqu'au bout avec ses contraintes, ses doutes et ses renoncements. Cette posture explique sans doute pourquoi son parcours résiste au temps médiatique. Il ne repose pas sur un discours, mais sur une continuité d'actes maîtrisés. À force de répétition, l'exception cesse de choquer. Dans le contexte actuel du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, cette histoire résonne comme un rappel discret. Les transformations durables ne naissent pas toujours de grandes annonces. Elles émergent parfois d'un alignement rare entre effort individuel, cadre institutionnel et moment historique. Quand ces trois éléments se rencontrent, le changement avance sans bruit. La véritable victoire n'est donc pas d'avoir été la première, c'est d'avoir rendu possible l'idée qu'un jour, cette première ne sera plus nécessairement mentionnée. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par un appel spectaculaire. L'histoire racontée ici agit autrement. Elle invite à observer comment une société reconnaît la compétence lorsqu'elle surgit dans un cadre exigeant sans demande particulière d'adaptation. Elle montre aussi que certains changements prennent racine loin des débats publics, dans la répétition silencieuse du travail bien fait. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso traverse une période où les notions de souveraineté, d'effort et de responsabilité individuelle sont souvent invoquées. Le cas présenté ne valide ni n'infirme ces discours à lui seul. Il offre simplement un point d'appui concret pour les interroger. Que signifie valoriser la compétence nationale si ce n'est accepter qu'elle puisse apparaître là où on ne l'attendait pas? Pour le spectateur, l'enjeu dépasse ce récit précis. Il touche à la manière dont chacun participe, consciemment ou non, à élargir ou à restreindre le champ du possible autour de soi. Par un regard, une attente, un encouragement ou un doute, les trajectoires se ferment ou s'ouvrent bien avant les institutions. La question finale reste volontairement ouverte. Face à un précédent fondé sur la rigueur et la constance, sommes-nous prêts à juger les parcours à l'aune des faits, même lorsqu'ils bousculent nos repères habituels?